Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, on va prendre l'air, humer les fleurs et admirer les feuillages. Le Conservatoire botanique de Brest a 40 ans, l'occasion de revenir sur l'histoire de ce site exceptionnel, premier conservatoire botanique au monde. Dominique Dervé, bonjour. Alors vous êtes le directeur du Conservatoire botanique de Brest et vous êtes venu avec Élise Laurent. Bonjour Élise. Bonjour. Alors vous êtes botaniste, phytosociologue, un sacré métier dont vous nous parlerez tout à l'heure Élise. Et puis le vendredi il y a Aline Baudry en plateau. Bonjour Aline. Bonjour. L'agenda des sorties en famille ce week-end dans le Finistère, ce sera tout à l'heure dans l'instant môme en fin d'émission. Et le vendredi vous retrouvez la brève de trottoir de Steven Leroy également. Et Christophe Boucher est là. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, vous êtes allé voir si l'herbe était plus verte chez les voisins. Oui Pauline, un des producteurs de lait breton de la coopérative de lait Even, c'est allé voir si l'herbe en effet était plus verte ailleurs dans les prés de nos voisins européens. Eh bien, finalement, on est pas mal en Bretagne et l'avenir est loin d'être sombre. Et vous nous en parlez tout à l'heure, mais tout de suite on démarre avec cette question. Les boutiques seront-elles ouvertes les dimanches avant Noël dans le Finistère? Eh bien ça dépend des communes et qu'à Quimper, l'autorisation pourrait même aller encore un peu plus loin, comme l'explique Julie Sicot. Noël, c'est dans 14 jours. Et dans certaines villes du département, on pourra même remplir sa hotte le dimanche. À Brest, le maire a donné l'autorisation au commerce d'ouvrir le 20 décembre. À Morlaix et Quimper, celle-ci est accordée pour les 2 dimanches avant Noël. Aucune excuse donc pour ne rien glisser sous le sapin. Aujourd'hui, la loi autorise les maires à ouvrir les commerces pour 12 dimanches dans l'année, 5 avant la loi Macron. Mais Quimper voudrait élargir encore un peu plus le travail dominical. Elle a fait voter ce jeudi soir en conseil municipal la demande de classement du centre de la ville en zone touristique. Notre volonté, c'est vraiment d'avoir cette animation de centre-ville qui soit ouverte tous les jours. Si on prend les villes touristiques de stations balnéaires ou de villes touristiques comme Vannes ou Bénodet, qui aujourd'hui ont ces périmètres qui sont définis, c'est effectivement la population qui se déplace et qui vient visiter, qui est aussi là le dimanche. La ville a estimé qu'environ 200 000 touristes passaient tous les ans. Chaque commerce pourra décider de ses dimanches d'ouverture. Un projet que n'a pas validé l'opposition quimpéroise pour plusieurs raisons. Nous pensons que ces salariés sont contraints en fait par notamment des petits salaires en semaine. Ils seront donc contraints de travailler le dimanche. Il nous faut aménager, je pense, des temps où on peut faire société, où on peut participer à des associations, des animations sportives, ou tout simplement consacrer un temps commun à la famille. La loi prévoit des compensations en termes de salaire et d'horaire pour les commerçants quimpérois dont le travail dominical était exceptionnel. Cette nouvelle est reçue avec intérêt. C'est des journées importantes en chiffre d'affaires. C'est souvent des journées de repérage, c'est-à-dire que les maris ou les femmes sont ensemble avec parfois les enfants et il y a des renseignements qui font que ça aboutit souvent sur des ventes. Si le préfet de région valide la demande de la mairie, d'ici cet été, les commerces compris dans la zone touristique auront toute latitude pour ouvrir leurs portes tous les dimanches. Christophe Boucher, le groupe Even est allé voir chez ses voisins européens. Oui, en effet, le groupe a envoyé une 60aine de producteurs de lait dans 6 pays du nord de l'Europe, la Suisse, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, et il m'en manque un certainement. Et ils sont allés voir justement faire un voyage d'études pour voir si les modes de production étaient les mêmes. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Ils sont revenus enchantés de leur voyage. Eh bien, on regarde votre reportage, Christophe. Fin août, 60 agriculteurs bretons ont sillonné durant une semaine 6 pays du nord de l'Europe pour comparer les productions. Résultat, la Bretagne n'a pas à rougir de sa position. La qualité sanitaire des produits et son abondance placent l'ouest de la France parmi les premières régions mondiales de production laitière. Seul ombre au tableau, un déficit criant de communication comparé à d'autres, et notamment le Danemark. On n'éprouve pas le besoin de le faire savoir. Or, je pense que l'ensemble de nos concitoyens autour de nous, aujourd'hui, c'est plus inné. Il faut qu'on arrive à le faire savoir. Et c'est aussi des éléments entre guillemets, à l'heure des réseaux sociaux, des éléments fun. Parce que un lâcher de vache, même si ça reste qu'un troupeau de 50 vaches avec 4000 personnes autour, qui fait une barrière humaine, je pense que pour tout à chacun, c'est quelque chose d'amusant. Et ça permet de créer du lien entre le monde rural et le monde urbain. Et qui fait qu'à un moment, il y a un meilleur maillage, une meilleure compréhension de chacun, des problématiques de chacun, et qu'il y a un mieux vivre ensemble, tout simplement.
Si la production laitière connaît actuellement un passage à vide avec un prix du lait atteignant péniblement les 300 € les 1000 litres, l'avenir à long terme est plus dégagé. Le marché international s'ouvre aux producteurs bretons. Il y a 400 000 naissances tous les jours dans le monde. Et il y a beaucoup de pays où on n'a pas la capacité à fournir du lait en temps réel à tous les enfants qui naissent. Donc il faut des produits technologiques au niveau de l'aliment santé. Et puis après, il faut du basique aussi. Ça a un avantage, c'est que ça tire des volumes pour les agriculteurs. Les marchés internationaux et notamment l'Asie et l'Afrique sont et seront les clients majeurs si et seulement si la Bretagne propose des produits à haute valeur ajoutée. Les industriels bretons travaillent, Even, Lacil ou encore Sinutra construisent des tours de séchage de lait qui permettront d'élaborer des produits de haute technicité. Grâce à la recherche, les sous-produits issus des fromages comme l'emmental ou le brie sont aujourd'hui valorisés chez Even. Lactosérum, c'est une protéine d'un autre niveau qu'on utilisait et qu'on ne savait pas utiliser ça fait quelques années et qui servait des fois à alimenter les productions de porcherie qu'il y avait autour de chez nous. Aujourd'hui, en travaillant bien cette protéine, on se rend compte que cette protéine est naturellement digestible, hautement digestible, notamment par les enfants, et naturellement aussi déminéralisée. Donc en la travaillant, c'est vrai que ça suppose des investissements importants. Demain, on peut passer du stade de sous-produit au stade de coproduit. Et pour atteindre ces objectifs, Even a investi plus de 80 millions d'euros dans un nouveau site ultra moderne à Créin, dans les Côtes-d'Armor. Un outil qui permettra de lier quantité et qualité pour pérenniser la filière lait bretonne. Alors Christophe Boucher, quelles sont les principales différences entre la production bretonne et la production de nos voisins ? Alors, un premier élément qui peut paraître secondaire, mais qui en fait qui ne l'est absolument pas, la communication. On l'a évoqué tout à l'heure dans le reportage. En Suisse, admettons, la vache qu'on voit partout, elle fait partie de l'image. C'est une marque quasiment nationale. Hormis l'Allemagne, elle, qui pratique la politique du vivons heureux, vivons cachés, les autres pays sont des hyper communicants. Au Danemark, par exemple, Yves Kermarek l'évoquait dans le reportage, on sort 3 vaches pendant 3 mois et 4000 personnes assistent à cet événement. Alors qu'en France, c'est un signe de qualité. Les vaches bretonnes passent près de 210 jours par an dans les champs, et là, nous, on n'en parle quasiment pas. Bref, il y a toute une communication à voir et à revoir justement pour améliorer l'image du monde agricole. Alors qu'en est-il côté des coûts de production, Christophe ? Alors le prix du travail est toujours plus élevé en France, mais la différence diminue et notre lait devient de fait plus compétitif. Les productions sont extrêmement spécialisées. Un producteur de lait ne met quasiment jamais le nez dans ses cultures, alors que les agriculteurs bretons, eux, sont plus polyvalents. En Allemagne, par exemple, ou au Danemark, sur des grosses exploitations, attention, qui peuvent atteindre les 600 vaches, traire une vache, c'est un métier à part entière. Ici, en Bretagne, c'est pas le cas. Alors par contre, en Bretagne, l'avenir est plus radieux, notamment sur la question du foncier, Christophe. Ah oui, vous allez le voir, en moyenne, un hectare de terre agricole se négocie environ ici 5 000 €. En Belgique, où le foncier est devenu une denrée rare, un hectare peut atteindre la modique somme de 100 000 €. Donc c'est 20 fois plus qu'en Bretagne, d'où des prix inaccessibles, notamment pour les jeunes agriculteurs à la recherche justement d'une exploitation pour s'installer. Et du coup, ça pose une question difficile pour eux, un renouvellement des jeunes actifs incertain dans les années à venir. Et alors on va parler un peu de climat, COP21 oblige, la question joue aussi sur les productions. Et la Bretagne a tous les avantages, un climat océanique adapté aux cultures d'herbes et de céréales, donc peu d'aliments à acheter, bref, des coûts de production bien moins élevés que chez nos voisins européens. Et l'augmentation de quelques degrés de la température joue sur les productions. On voit notamment, à cause de ces degrés-là qui augmentent, la production qui monte au fur et à mesure au nord de l'Europe. Et pour l'instant, nous, ici, on est bien protégés. Merci beaucoup Christophe. Et puis on va faire comme les vaches bretonnes, on va rester au grand air puisque je vous propose une balade dans le vallon du Stangalard à Brest où le Conservatoire botanique fête ses 40 ans. On en parle maintenant avec nos invités. Dominique Dervé, en 1975, Brest est choisi pour accueillir le premier conservatoire botanique du monde. Et plus particulièrement, ça se passe au vallon du Stangalard qui abrite un petit ruisseau, une ancienne carrière et une zone de pâturage. Christophe. Alors pourquoi ce lieu était idéal pour faire pousser des centaines d'espèces végétales, Dominique ? Alors c'est lié en fait au climat de la région. Ce climat qui nous chagrine de temps en temps est en fait un merveilleux climat pour les plantes. Et en partie... C'est-à-dire doux et humide.
doux et humide, et en particulier pour l'acclimatation ou la plantation de plantes d'origine extrêmement variées à l'échelle mondiale. C'est une des raisons de l'implantation à Brest de ce conservatoire botanique qui, dans un premier temps, était dédié à l'accueil ici à Brest de plantes qui ne pouvaient pas être préservées dans leur pays d'origine pour des raisons de manque de compétences locales ou de non-structuration des politiques locales à ce moment-là. L'autre raison, c'est que la présence de la communauté urbaine de Brest. Une collectivité assez importante et qui a tout de suite accroché sur ce projet, sur ce pari, parce que ça en a été un dans les années 70. Il fallait une volonté locale, parce que en fait, la façade atlantique ouest française et particulièrement bretonne avait été prospectée. Ça aurait pu être à La Rochelle, comme à Lorient. Par exemple. Et finalement, ça s'est fait à Brest, à la fois parce qu'il y avait cette volonté locale, à la fois politique, mais aussi associative, SEPNB, Bretagne Vivante, et un lieu qui s'y prêtait et qui en plus allait être aménagé. En 1980, vous lancez l'inventaire de 240 plantes menacées du massif armoricain. Alors à quoi ça va servir tout ça ? Alors, l'inventaire des plantes menacées repose globalement sur l'inventaire général des plantes de nos territoires, et c'est le cœur de notre mission. Qui va donc permettre, cet inventaire général, d'identifier les plantes qui sont les plus menacées. Et derrière cet inventaire, il s'agit de mettre en place des politiques de préservation de ce qui nous semble être le plus menacé. Donc depuis 1980, il y a eu des progrès qui ont été faits au niveau de la préservation de la faune, de la flore. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, les politiques françaises de la biodiversité se structurent très fortement. Et finalement, le conservatoire naît dans ce contexte de structuration des politiques de la biodiversité. La première grande loi sur la nature, c'est 1976. Dans les années 80, vont être pris et en application, notamment, différents textes de protection des espèces les plus menacées de France. En 1982, c'est un décret ministériel qui protège plus de 400 espèces, dont des espèces identifiées en Bretagne. Et donc tout ça se lie, et l'inventaire auquel on procède va nourrir ces politiques de préservation. Alors, de nombreux scientifiques rejoignent les troupes au Conservatoire botanique, comme Élise Laurent, qui importe une compétence très nouvelle, il y a 10 ans, celle de phytosociologue. Élise, c'est quoi exactement ce métier ? Alors oui, je suis botaniste phytosociologue, donc en fait on a vu que les premières années au conservatoire, on a cherché à travailler sur la répartition des plantes, quelles plantes poussaient en Bretagne, quelles étaient les espèces les plus menacées, et après très vite il est apparu nécessaire de travailler sur pourquoi elles étaient menacées, comment elles étaient réparties en fait dans la nature. Donc en fait la phytosociologie c'est l'étude des plantes, des associations de plantes dans la nature, puisque les plantes ne poussent pas par hasard dans la nature. Certaines s'entraident à pousser, c'est ça C'est ça, oui. On peut dire qu'elles sont un peu comme nous. Certaines vont aimer la mer et d'autres vont préférer la montagne. Et c'est totalement ça la phytosociologie. C'est des associations de plantes dans la nature. Passionnant ce métier, Élise. Alors, une trentaine de scientifiques travaillent au quotidien au Conservatoire botanique de Brest avec vous. Avec quels outils et pour quelle mission Camille Pochet les a rencontrés ? Des graines aux plantes rares, le Conservatoire botanique de Brest veille sur un grand nombre d'espèces en voie de disparition. Dans ses réfrigérateurs, plus de 2000 types de graines sont sauvegardées. Certaines resteront au frais, d'autres attendent d'être mises en terre pour repartir vers leur contrée d'origine. Mais avant le grand voyage, il faut les faire pousser dans la serre scientifique. Ici, on est dans une serre technique. Donc c'est une serre en fait où on conserve les pieds mères, où on prépare des programmes de multiplication de manière à ce que les plantes qui sont menacées, souvent éteintes dans leur milieu naturel, puissent être multipliées à Brest et renvoyées dans leur pays d'origine. Les passants peuvent apprécier le travail des scientifiques en visitant les serres d'exposition. Au sein de celles-ci, des panneaux indiquent le nombre de spécimens encore existants et pour certaines plantes, il est très faible. Une autre méthode permet de multiplier les connaissances. Auparavant bien rangés au fond des caves, les herbiers font leur grand retour. Alors ces herbiers ont une très grande importance pour le conservatoire car ils contiennent énormément d'informations précises de plantes à un endroit donné sur le territoire de travail du conservatoire.
En plus d'apporter des connaissances par les annotations fournies sur le papier, il est aussi possible de prélever des cellules directement sur ces échantillons de plantes séchées qui sont parfois issues de plantes disparues. Que les plantes soient anciennes, en voie de disparition ou étrangères, le Conservatoire botanique veille sur elles. Alors Élise Laurent, puisque vous étudiez donc la manière dont les plantes s'associent pour former les milieux et les paysages, j'ai bien compris, que pouvez-vous nous dire sur la particularité du jardin public dans le vallon du Stangalar, en fait, ce qui compose la partie publique du conservatoire? Alors c'est vrai que le vallon du Stangalar a la particularité d'être assez diversifié. On voit on a des zones humides en fait avec les étangs. Je pense que tout le monde apprécie de se promener autour de ces étangs. Et ensuite, on a donc une partie forêt, le petit ruisseau qui parcourt le vallon. Donc tout ça forme des milieux vraiment très intéressants. Alors, Dominique Dervé, en 2003 au Conservatoire, le public assiste à la première floraison en France de l'arôme titan, ça se prononce comme ça. Est-ce que ça a été quand même un événement pour le monde botanique? C'est un événement à double titre. C'est un événement d'abord parce que c'était la première floraison en France de l'arôme titan. Donc le Conservatoire botanique national de Brest a un petit peu la primeur dans ce domaine-là. Et puis c'est une des rares plantes qui présente un processus de floraison très très spectaculaire et qui est l'occasion finalement d'attirer l'attention du public sur un événement botanique qui sont assez rares et qui permet à partir de cet événement d'attirer l'attention globalement sur les enjeux que peut représenter cette plante-là, mais plus largement l'ensemble des plantes en termes de préservation. Elle vient d'où cette plante? Alors cette plante est originaire de l'île de Sumatra, en Indonésie. Est-ce que c'est la plante la plus rare du conservatoire ou il y en a d'autres plus rares? C'est quoi la plante peut-être Élise Alors moi je travaille uniquement sur la région Bretagne. Donc je peux vous dire la plante la plus rare de Bretagne. La plus rare de Bretagne, voilà. La plus rare de Bretagne. Donc c'est le petit panico vivipare en fait qui pousse dans le Morbihan où c'est la dernière station française. Donc il n'y a qu'un endroit. Il n'y a qu'un endroit et après c'est des stations dans le nord de l'Espagne et du Portugal. Donc on travaille beaucoup sur cette espèce. Alors ça ressemble à un petit chardon bleu. Et donc une autre espèce encore plus rare, puisqu'elle n'existe que chez nous en Bretagne, c'est le narcisse des Glénans, que vous connaissez, voilà, qui est protégé, qui a bénéficié de la protection d'une réserve naturelle d'ailleurs. Donc c'est une grande fierté, je pense, pour la région Bretagne. Alors, vous parliez d'Espagne et du Portugal. Il y a 11 conservatoires déjà botaniques en France. Alors j'imagine que vous échangez souvent avec eux, mais aussi avec l'international. Comment ça se passe? Il y a des conférences régulièrement, des meetings? Alors, il y a des systèmes de conférences, de meetings internationaux, mais il y a aussi tout simplement des systèmes de collaboration en vis-à-vis avec des autorités qui sollicitent notre intervention au vu des compétences qu'on peut développer. Donc c'est le cas par exemple en Sicile. Aujourd'hui on travaille avec les autorités régionales de Sicile, tant administratives que scientifiques, pour la préservation du dernier arbre décrit en Europe, qui a été découvert au début des années 1990, le Zelkova sicula, qui est aujourd'hui au bord d'extinction et qui nécessite une action importante de conservation. Donc on intervient en collaboration avec les scientifiques et les administrations locales. C'est le cas aussi, par exemple, à Haïti, où on intervient dans un cadre de soutien des initiatives locales dans les montagnes du Sud-Est auprès des organisations paysannes et villageoises locales. Vous avez voyagé souvent Alors moi, moins, mais dans les équipes, oui, tout à fait. Un dernier petit mot et très rapidement, la dernière innovation, la dernière découverte du conservatoire, c'est quoi? Dernière découverte. Enfin, découverte, je veux dire, nouveauté, la dernière plante qui est arrivée dans le jardin, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose
de nouveau? Je pense qu'on ne travaille que sur l'ancien. Non, on n'en travaille pas que sur l'ancien. Mais c'est vrai qu'en actualité, Élise l'a cité, je pense que le programme très important qui concerne de dimension nationale autour de un jeune vivipare-homme, le panico-vivipare dans le Morbihan, est aujourd'hui au niveau territorial sans doute l'enjeu le plus fort. Et le deuxième élément qui est toujours en cours, c'est à l'échelle internationale, pour en citer un, c'est le rapatriement qui se poursuit de plantes de notre collection végétale à l'île Maurice. Elles ont été sauvées il y a 35 ans, avec le pari qu'un jour elles puissent retourner dans leur pays, mais c'était une incertitude totale. Et elles sont en train d'y retourner aujourd'hui parce que les conditions locales y sont réunies. Et donc en ce sens, ça valide le parti pris et le pari du départ. Et ça, c'est une très belle histoire. Eh ben, bravo pour cette aventure. Et puis merci pour ces informations sur votre métier qui est vraiment passionnant. On retrouve d'autres infos sur le conservatoire sur www.cbnbrest.fr. Et tout de suite, on passe à la brève de trottoir. Ouais, comment c'est? Ça gaz avec toi ou quoi? Ouais, moi pas mal, là, surtout depuis la semaine dernière, là, en ouvrant le canard, 2 fois, j'ai vu des tronches que j'avais l'habitude de voir quand j'étais nain, quoi. La première, c'est Pierrot, le gars du Havana, quoi, celui qui est en train de faire des nouilles sur le port, là-bas. Et il a fait un truc de dingue à TripAdvisor, là, aux 3 pecnos de Paris, là, qui sont en train de gérer des sites en prenant un max de thunes, en racontant n'importe quoi là-dedans, n'importe nawak. Comment il a fait monter un truc d'écarissage en flèche? Il faut dire, Pierrot, ça a toujours été plutôt un mec sympa, quoi. Il a toujours eu des trucs. Le Central Park, ça s'appelait au début, tout le monde était à moitié à poil là-dessus, sur le bar, en train de, voilà. Après, il y a eu la tapa, où alors là, tu mangeais du chorizo venant de chez Gap, t'étais convaincu que le truc avait fait 1000 bornes en direction de Séville. C'est là que j'ai rencontré la bourgeoise, une fille sympa à l'époque, bon, il n'y avait pas les nains, ça, c'était rigolo. Oh, ça m'a rappelé des bons souvenirs, ça, la musique, tout ça. Et puis après, voilà, tout le merdier. Pierrot, quoi. Pierre Crisman qu'ils ont mis, mais personne le connaît comme ça. Les journalistes, ils sont pas à moitié cons, quoi. C'est Pierrot, quoi. Ouais, ça, c'était un gars bien. Et le deuxième que j'ai bien aimé aussi de voir dans nos colonnes, c'est Sylvain Dino. C'est le mec qui entraîne Sabrieux maintenant, ceux qui ont mis une tôle au tocard du moment, là, tu sais, le Stade Bressois, qui sont plus occupés à savoir lequel a le Merlan qui lui fera la crête le mieux pour mettre sur Twitter qu'aller marquer un but, quoi. Parce que du temps de Sylvain Dino, ça arrêtait de déconner, hein. T'avais des mecs incroyables, ils avaient pas besoin de mascottes qui font le pitre et d'aller chercher la chaille, je sais pas où, là, avec je sais pas qui, d'ailleurs tout le monde s'en branle. Non, les mecs qui prenaient un drapeau breton, un hippie, Fred Cano, un hippie, le mec, il avait les cheveux jusque-là, gardien de but, il le plantait dans le rond central, et tiens, prends pour ça. Et des fois, il prenait une, mais bon, au moins, t'avais du goût à aller voir ces gars-là. Et ça, c'était vraiment bien, ça m'a rappelé des bons moments aussi au stade Francis Lemay, avec la vieille tribune, tout ça, c'était, ouais, disons, c'était vachement bien, ça. La bourgeoise, elle m'a dit, ouais, toi, t'es plutôt du genre à vivre dans tes souvenirs que plutôt d'aller vers l'avant. Je lui ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Quand l'époque est si merdique que ça, les souvenirs, c'est un peu tout ce qui te reste, quoi. Ouais, comme j'ai dit qu'on ferait pas de politique, je vais pas vous parler d'Élysée, mais franchement, le cœur y est pas. Voilà, et à l'occasion de la sortie en DVD de la 4e saison des Brèves de trottoir de Steven Leroy, Steven sera en dédicace au Relais de Quérullon, au Leclerc du Relais de Quérullon, le mercredi 16 décembre à 17h. Et tout de suite, c'est l'instant môme. Et Aline, il paraît qu'on s'envole ce week-end. Oui, ce week-end, on va s'envoler avec les acrobates du cirque des cirques, puisque cette fois, les Brestois et les Quimpérois seront contents en même temps, ce qui est assez rare, puisqu'à Quimper est installé déjà le cirque de Noël, donc c'est à Pennevillers, jusqu'au 13 décembre, sous son grand chapiteau. On va voir des clowns, évidemment, beaucoup d'acrobates, des éléphants, des cascadeurs, et même, attention, ne le dites pas trop fort, la venue du Père Noël. Et à Brest, en même temps, c'est en ce moment également. Alors, c'est pas un chapiteau puisque c'est à l'Arena, le spectacle Noël pour tous qui revient aussi chaque année. C'est jusqu'au 16 décembre sur le thème de Noël sous les étoiles. Donc, je pense que des étoiles, on va en voir briller, avec également de nombreux numéros d'acrobatie aérienne, beaucoup, des chevaux aussi, des clowns, bien sûr. Du grand spectacle, quoi. Mais vous nous proposez aussi quelque chose de plus intimiste. Tout à fait. Oui, il y a un joli petit spectacle à Hergé-Gabéric. C'est l'histoire de Noémie qui décide d'aller toute seule à l'école. Donc jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Sauf que Noémie est aveugle. Donc le parcours pour l'école devient un peu plus compliqué. Une épopée fantastique. C'est un très joli spectacle sonore de la troupe de théâtre de l'Arpenteur qui a la particularité d'être accessible aux voyants comme aux non-voyants. Donc c'est un bel enrichissement pour les enfants qui se posent souvent plein de questions. Et c'est dans le cadre du festival Théâtre à tout âge à l'Athéna
dimanche à 17h, après être allé voter, bien sûr. Bien sûr, et c'est à partir de 7 ans. Et pour finir, est-ce que vous avez déjà des idées pour les vacances? Parce que ça arrive, Aline. Et oui, ça vient vite, c'est la semaine prochaine, il faut commencer à y penser. Et donc, ce que je peux vous proposer, le bon plan à garder dans un coin de la tête pour la semaine prochaine, quand ça va ouvrir, c'est d'aller faire un tour à Aquashow à Audierne. C'est un aquarium. C'est d'une part un aquarium très très riche avec des visites guidées vraiment sympas où les enfants peuvent même mettre les mains dans l'eau, patouiller un peu pour toucher les étoiles de mer et d'autres bestioles. Il y a même un requin à laisser tranquille celui-là. Et puis, d'autre part, on assiste aussi à une démonstration d'oiseaux. Donc, il y a des rapaces, évidemment, mais plein d'autres espèces que je ne connais pas. Et c'est vraiment passionnant. C'est très, très pédagogique. C'est bien expliqué. Et alors, les oiseaux nous survolent de tout près. Ils vont se poser sur les bras des enfants. Donc, c'est vraiment un très bon moment à passer en famille. On les voit aussi manger des petits poussins, c'est un peu gore d'après moi, mais les enfants adorent ça, évidemment. Et déjà mort, le petit poussin. On est cette petite. Non mais voilà, et c'est vraiment très bien expliqué parce qu'on sort de là, voilà, on a tout compris ou presque. Donc voilà, c'est Aquashow, c'est à Audierne et c'est ouvert pendant les vacances scolaires. L'après-midi. 14h à 18h. Merci beaucoup, Aline. Et puis, on peut aussi aller se balader au conservatoire. C'est ouvert, les portes sont ouvertes toute la journée. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Lundi, vous retrouvez Julie Sicot à ma place. Et d'ici là, passez un bon week-end sur TBO, sans oublier d'aller voter. Ciao.